de quoi est capable Poutine avec son arsenal nucléaire. C'est un article du New York Times qui nous renseigne sur le fait que la Russie envisage peut-être de tester un missile à propulsion nucléaire. Des preuves visuelles provenant d'une base isolée dans l'Arctique montrent des préparatifs de lancement reflétant ceux qui ont été réalisés durant les tests précédents. On va regarder la carte, une des cartes satellites d'ailleurs qui a été fournie par le journal. Alors bon, nous on a beaucoup de mal à interpréter, mais c'est une des cartes qui montre en tout cas la base à partir de laquelle seraient effectués ces essais. De quoi parle-t-on ? De quel missile parle-t-on ? On va voir ses caractéristiques. C'est un missile donc voilà qui est appelé Bourevestnik. Son numéro de code c'est 9M730, baptisé oiseau de tempête. Ça vous dit quelque chose, colonel Goya ? C'est le pétrel, c'est un oiseau marin. Voilà. Code OTAN, alors là, Skyfall nous rappelle quelque chose. Missile de croisière russe à propulsion et armement nucléaire, portée quasiment illimitée. Donc il pourrait faire le tour de la Terre aussi bien, oui, c'est oui. ce qu'on se demande. Oui, dites-nous. Oui. Utilisé pour au moins, dans au moins 13 essais, dont une explosion en 2019 qui avait fait au moins 5 morts. Donc il a été beaucoup testé. Entre 2012 et 2019, il a été testé en vain. Tout a échoué. Alors parfois de façon un peu ridicule. Il a fait 20 miles sur les milliers qu'il devait faire. Dizaines de milliers. Mais ce que nous disent les Américains, c'est que les Russes ne renoncent à rien et surtout pas essayer de mettre un jour en action ce missile de croisière russe à propulsion armement nucléaire. Juste techniquement, ça veut dire qu'il va très loin et il va très vite ? Non, il ne va pas très vite. C'est un missile de croisière. Les missiles de croisière sont destinés à voler relativement bas, donc avec beaucoup de frottement dans l'air. Ça va relativement vite. C'est peut-être subsonique même. C'est subsonique. En dessous de la vitesse du son. En revanche, l'intérêt d'avoir un moteur atomique, c'est comme pour les sous-marins, comme les navires, c'est qu'il y a une durée de vie presque illimitée. Donc ils peuvent voler. Ah, c'est pas la vitesse que ça enclenche, c'est la durée de vol. Oui, voilà. D'accord. Donc il a une autonomie qui est considérable. Enfin, il aurait une autonomie qui serait considérable. Donc avec ce missile, oui. Poutine pourrait aller frapper aussi bien les États-Unis. Il peut frapper partout. Il peut frapper partout. Mais déjà cette technique, la propulsion nucléaire, ça fait depuis les années 50 qu'on travaille dessus. L'idée étant d'avoir des moteurs atomiques pour des avions ou des hélicoptères ou des fusées, etc. De la même façon qu'on a des moteurs atomiques pour les sous-marins ou des navires. Bon, ça n'a jamais été très loin en réalité, parce que techniquement c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a quand même un petit problème de sécurité, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des moteurs nucléaires qui explosent dans l'atmosphère, c'est quand même assez moyen en termes de sécurité. Donc, on avait rapidement, les Américains en particulier, ont rapidement abandonné cette techno. Et les Russes s'y lancent. Alors, ça fait partie des armes merveilleuses qu'avait présentées Vladimir Poutine en 2018. Voilà. Alors justement, vous permettez qu'on l'écoute. D'abord, regardez, ce que nous rappelle effectivement, comme vous, le New York Times, c'est que le Bourevestnik est l'une des 6 armes stratégiques, avec d'autres comme le missile balistique Kinjal et le véhicule planeur hypersonique avant-garde que Poutine a présenté. Comme vous le disiez très bien, colonel, dans un discours en 2018. Donc c'est pas cette citation, mais du coup on va écouter Vladimir Poutine tout de suite. L'agresseur doit comprendre que le châtiment est inévitable, qu'il sera détruit. Et nous, en tant que victimes d'une agression, en tant que martyrs, nous irons au paradis. Eux, les agresseurs, ils crèveront tout simplement. Parce qu'ils n'auront même pas eu le temps de se repentir. C'est très intéressant parce que ça date de 2018. Il avait dit publiquement, en faisant rire l'assistance, ils crèveront comme des chiens. Donc il y avait cette agressivité terrible en parlant, alors non pas des traîtres, mais de pays de l'ennemi qui auraient pu, dans sa logique paranoïaque, l'agresser. Ce missile est un missile pour répondre à une agression. Vous n'êtes pas frappé par ce discours-là ? On l'a oublié, il faisait rire l'assistance avec ça ? J'ai peur, effectivement. Pardon, j'ai peur qu'on oublie régulièrement de quoi est fait Poutine.
on a l'impression qu'il y a deux Poutines. Il y a un Poutine qui s'exprime de façon officielle avec des discours scriptés, plutôt bien foutus, où il parle de la paix et de la guerre, mais de façon extrêmement rationnelle. Et puis vous avez le Poutine au naturel, celui qui répond sans note et à une assistance, dans ce genre exactement de conditions, où il est Poutine, où il parle des gens avec un mépris pour la valeur humaine considérable, avec une hargne contre l'ennemi supposé qui est l'Occident global, et avec l'idée que, vous avez entendu, quand il parle de martyr, c'est-à-dire l'idée qu'en gros, une fois que vous avez utilisé l'arme nucléaire, c'est pas si grave que ça, on se fera vitrifier, mais c'est l'autre qui paiera en premier. Bon, ça fait froid dans le dos, mais j'ai l'impression que oui, c'est pas quelque chose qu'il dit même pour faire peur, c'est quelque chose qu'il dit comme si c'était quelque chose de spontané. Et cette arme-là dont on vient de parler, le Skyfall, c'est pas une arme justement qui est destinée à être utilisée en premier. Oui, c'est une arme qui est utilisée pour faire de la frappe tactique. Ouais. Non. Enfin non. En défense. Non, c'est une arme de frappe nucléaire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une arme qui ne sert à rien en réalité. Elle n'a aucun intérêt. D'abord, elle est très, 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 très loin d'être mise au point. Ouais. Ça, je ne suis pas sûr du tout qu'on voit ça. Est-ce qu'on est sûr de ça ? Que ça ne... donc il est testé depuis des années par les Russes. Est-ce qu'on a la connaissance absolue, certaine, du point où ils en sont avec ces tests? Non, c'est pas très bien. Pour l'instant, ça marche pas. Il n'est pas du tout évident qu'ils y parviennent. Mais même s'ils y parviennent, s'ils mettent au point cette arme, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alors, les armes pourraient vaincre et déjouer les défenses américaines existantes. Ils ont déjà une capacité de seconde frappe. Rien ne peut les empêcher de frapper nucléairement dans n'importe quelle partie du monde. Donc vous dites ça apporte quoi en plus? La propulsion nucléaire. Mais non, ça apporte rien. La propulsion nucléaire, ça ne change rien. Mais non, ce n'est pas le fait que ce soit propulsé nucléairement, c'est qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour frapper nucléairement. Ils ont déjà ce qu'on appelle une capacité de seconde frappe. Seconde frappe, c'est-à-dire vous avez comme nous, ou les États-Unis, vous avez une force nucléaire qui est indestructible. Vous pouvez l'attaquer une première fois avec tout ce que vous voulez, toutes les armes nucléaires. Vous aurez toujours la capacité de riposter partout et rien ne vous empêchera d'aller frapper les villes ou n'importe quel objectif avec vos armes nucléaires. Les Russes ont déjà ça, et très largement. Ils ont des missiles intercontinentaux qui sont qu'on ne peut pas intercepter, qui peuvent frapper n'importe où, de manière très puissante. Donc cette arme n'apporte strictement rien. Vous pourriez dire ça de toute la course à nucléaire en général. On a déjà tout. Oui, on a déjà tout pour vitrifier la planète. Et pourtant, colonel Goya, c'est d'ailleurs très intéressant, on continue de perfectionner les armes. Donc c'est un mouvement dynamique, je vais dire, irrépressible. Les Russes continuent de chercher. C'est une arme de prestige uniquement. C'est pour le décorum. Dans son discours de 2018, où il parlait des armes merveilleuses, dont aucune n'est d'ailleurs au point. Sauf le Kinjal, et encore, c'était très en dessous quand même de ce qu'on pensait. Ouais. Mais ces armes, en fait, elles sont là pour la démonstration. Elles sont là pour la démonstration de force. C'est montrer, voilà, la Russie, nous sommes à la pointe de la technologie. Voilà, nous sommes au top mondial en la matière. Mais c'est tout. Dans la pratique, ça ne sert à rien. Ça coûte très cher au passage. Donc, en réalité, ça affaiblit la Russie parce que cet argent n'est pas utilisé ailleurs. À long terme, le rapport de la Nuclear Threat Initiative précise quand même que le missile est une arme de deuxième frappe à portée stratégique. Bon, ils en ont déjà, ils en auront encore plus s'ils arrivent à mener à bout tous les essais, destinés à être lancés après qu'une vague de frappes nucléaires ait dévasté des cibles en Russie. Voilà ce que nous précise le New York Times. Donc plus on en a, plus on se sent en sécurité. C'est la logique d'un certain nombre de puissances nucléaires et surtout le paranoïaque Poutine, Valentine. Oui, et alors j'avais plusieurs choses à dire sur le vocabulaire de Poutine. Il l'a toujours utilisé. Vous-même avez rappelé ce qu'il avait dit pour les Tchétchènes. On ira les buter jusque dans les chiottes. C'est son vocabulaire, c'est la manière de parler de Vladimir Poutine. Tous les dirigeants occidentaux le savent très bien. Je crois que Nicolas Sarkozy avait eu en off une discussion assez viril, voilà, c'était le mot utilisé, je crois, avec Vladimir Poutine. On le sait, et effectivement, malheureusement, on l'oublie régulièrement. Sur la course à l'armement, je voulais juste citer Sundip Vaslekar, qui est un chercheur indien connu, qui était au Forum Normandie pour la paix, qui rappelait cette horloge créée par notamment un certain nombre d'experts, mais notamment l'Université de Chicago. Exactement, qui compte le nombre de minutes jusqu'à la fin du monde, jusqu'à minuit en fait, mais qui est la fin du monde.
Et là, on est à moins de 100 secondes. En un an, depuis la guerre, on a perdu encore 10 secondes. On est à 90. Je pense que ce type d'armes va continuer à faire diminuer ce nombre de secondes et qu'il faut que nous aussi, on trouve une autre manière comme citoyens de se sentir en sécurité. Mais c'est vrai qu'à propos de se sentir en sécurité, d'entre, disons, février 2022 et tout récemment, on a eu des admonestations, des menaces proférées régulièrement par Poutine. Ça s'est un peu calmé sur le nucléaire. Il y a un peu moins de menaces de cette nature-là. Il avait dit il y a un an, rappelez-vous, c'était en octobre, je crois, ou en septembre même. C'est pas du bluff. On a le son ou pas? On l'écoute. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Ça vous fait rire? Oui, parce qu'il ne faut jamais en parler. Ouais. Quand vous avez une arme, il faut jamais en parler. Ou alors, si, comme le font aujourd'hui les puissances de l'OTAN, en disant « eh ben nous aussi ». Point. Ouais. Voilà. Mais passer son temps à parler du fait qu'on détient une arme sans jamais s'en servir, finit par user le discours et à user la crédibilité. Sauf que jamais, on ne sait pas, François. Le doute persiste. Mais non, mais le problème, c'est que la dissuasion, c'est l'armement. Il faut avoir évidemment des moyens, il faut avoir des armes, et il faut persuader qu'on est capable de les utiliser, qu'on les utilisera s'il le faut. Donc c'est forcément les deux volets. Mais le problème, là, donc il faut répéter tous les ans, pratiquement, ou très régulièrement, le président de la République en France fait un discours sur le nucléaire où il dit jamais, voilà, si nos intérêts vitaux, on n'hésitera jamais, etc., etc. Bon, le problème de Poutine, c'est que à force de répéter, au bout d'un moment, ça veut dire qu'il y a peut-être un doute. C'est le parabole du berger qui appelle au secours. Exactement, voilà. Ouais. Si vous faites aussi, vous répétez trop souvent, c'est qu'en réalité, vous n'y croyez pas forcément. On ne vous croit plus. Et vous-même, vous n'y croyez peut-être même pas vous-même. Ils ont dû quand même le comprendre parce que même Dmitri Medvedev, qui s'était fait quand même le grand spécialiste de la menace nucléaire, l'ancien président russe, a arrêté de le faire. Donc peut-être effectivement ont-ils compris qu'à force d'y avoir recours, ça banalise le propos et donc finalement ça fait moins peur. Surtout quand on insiste à la fin du discours comme l'a fait Vladimir Poutine dans l'extrait qu'on vient de revoir, en disant ce n'est pas du bluff. Si on a besoin de dire que c'est pas du bluff, c'est que justement il y a un doute. Quand on dit les choses, vous avez raison. Et on dit souvent ici. Depuis ces derniers mois, ils ont arrêté quand même de brandir cette menace régulièrement. Pourquoi? Donc, parce qu'ils ont dû comprendre effectivement ce qu'on explique à l'instant, c'est-à-dire qu'à force de le dire, ça banalise la menace. Ils ont compris ça, ils ont compris qu'ils banalisaient eux-mêmes sa menace. Or le nucléaire, il ne faut surtout pas le banaliser. Et parce que les Chinois ont dit qu'il fallait arrêter. Fait comprendre qu'il fallait arrêter sur ce thème-là. Voilà. Et donc Xi Jinping a dit ne le fais pas, je ne te suivrai pas sur ce plan-là. Donc maintenant, c'est la ligne rouge des Chinois. C'est la ligne rouge des Chinois. Il n'y en a pas 36. Enfin, si, il y en a une deuxième, mais qui n'a pas été efficace jusqu'à présent. Mais non, la plus efficace, c'est celle de dire à Poutine, voilà, nous, on se tait, on s'abstient, éventuellement, on te soutient politiquement, sauf si tu continues sur le terrain du nucléaire, qui est pour nous donc, vous diriez que la menace... L'idée même de désagréger et de rendre le monde aussi chaotique par la menace nucléaire est insupportable pour la Chine, qui a franchement d'autres projets pour les années à venir que de subir ça. De ce point de vue-là, c'est vrai que la menace a changé de nature. Elle était conventionnelle et aussi nucléaire, on va dire. Aujourd'hui, elle est plus conventionnelle que nucléaire. Et puis la Russie ne se sent pas plus forcément autant en danger qu'elle a pu être dans le passé. Le front résiste. Si les Ukrainiens attaquent, frappent la Crimée, mais pour l'instant, ils ne sont pas en mesure de s'emparer de la Crimée. Donc, il n'y a pas... pour ils voulaient quand même prendre l'Ukraine, ils n'y sont pas arrivés. Hein, donc, oui, non, mais si vous voulez, en réalité, il y a deux scénarios envisageables pour l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie. Le premier, c'est s'il y a vraiment une menace ukrainienne vis-à-vis de quelque chose considéré comme vital, dire la Crimée essentiellement, de dire voilà une frappe d'avertissement ou une
frappes sur le sol en disant stop, on arrête tout, parce que sinon après, là, vous touchez à quelque chose de vital pour nous. Et la suite, c'est des frappes nucléaires massives. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario offensif, considérant qu'ils n'ont pas abandonné leur objectif, que le front est bloqué et qu'il n'y a pas d'autre solution que d'employer des armes nucléaires à faible puissance, éventuellement, pour débloquer ce front et pour atteindre Kiev et s'emparer de l'Ukraine. Voilà, c'est les deux scénarios un peu envisageables, mais pour l'instant, je pense qu'on en est encore très loin.